Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes déjà mardi 22 septembre, l'automne. Je viens de prendre une rincée là sur Lyon. Bon, donc je vais aborder quelques sujets. On va revenir légèrement sur les mariages, parce que j'ai eu encore un cas de mariage. Une petite nouvelle aussi par rapport au procès de Charlie Hebdo. Une attaque d'une jeune femme, battue par des crapules. Voilà. Et puis je voudrais revenir sur quelque chose de très délicat, sur le Bataclan, sur le livre de Patrick Jardin, qui explique un petit peu comment ça s'est passé. Et bien, évidemment, il n'avait pas le droit de parler devant les caméras, c'est ce que lui disait Manuel Valls. J'ai eu l'occasion de voir un texte sur le masque, et je vous demande de bien écouter. Et puis en fin de compte, on va tous se retrouver dans cette description. Votre masque. Et vous allez écouter, c'est pas faux du tout. Je vous observe depuis le début de cette mascarade. Vos masques sont sales, vous les sortez de vos poches sans précaution, avec vos mains sales qui ont ouvert et fermé des portes, tenu votre volant, mis les chaussures à votre enfant, peut-être serré des mains, etc. Et vos poches sont-elles propres? Un mouchoir usagé, quelques pièces de monnaie sont passées par là. Mais vous êtes persuadé que votre masque est propre. Vous le mettez, vous l'ajustez. Vous entrez dans un lieu public. Vous passez vos mains au gel, c'est bien. Zut, votre masque descend. Vous le relevez. Votre nez chatouille. Vous passez votre doigt en dessous pour vous gratter. Vous remettez vos cheveux en place parce qu'une mèche vous gêne. Ça y est, vos mains sont sales et pourtant, vous touchez à tout. Tout ce que je vais toucher après vous, tout ce que les autres ont touché avec leurs mains aussi sales que les vôtres. Vous ressortez à l'air libre, vous retirez votre masque sale qui retourne bien entendu dans votre poche sale. Quel plaisir de le retirer. Il fait chaud, votre visage est humide, vous l'essuyez machinalement du revers de votre main, qui elle aussi est sale. Vous rentrez chez vous, fier de vous, vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu de vous être protégé, mais réfléchissez un peu. Votre masque a servi à quoi? Pas grand-chose. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment aussi une mascarade et qu'on cherche absolument à maîtriser les gens par la peur. Donc je retiendrai une anecdote du sénateur Kennedy à Berlin il y a un mois. La seule chose, et c'était sorti d'après un dignitaire nazi d'ailleurs au procès de Nuremberg, la seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez. Et oui, réfléchissez bien. Voilà, je vous laisse une quinzaine de secondes, et puis donc on va attaquer le vif des sujets. D'accord ? Bien, je reprends. Ces fameux mariages, disons, communautaires. Donc, effectivement, à Bron, bis repetitas, on a de nouveau eu une histoire de mariage. Alors, je vous mets la citation de monsieur le nouveau maire, un maire LR à Bron. Ça change parce que pendant des années, il y avait un maire socialiste, laxiste, oui, je crois. Enfin bref, voilà, parce que ce monsieur dit, il nous explique, retour sur le mariage d'air, oui, c'est une publication qui date de dimanche, inadmissible, intolérable. Arrivé avec plus de 30 minutes de retard, et après avoir réalisé des rodéos en grosse cylindrée, les futurs mariés, la soixantaine d'invités, ont eu droit à une drôle de surprise. En effet, nous avons décidé de restreindre la cérémonie aux seuls mariés, témoins et parents. Nous avons donc pris une sanction en interdisant à la foule d'assister à la célébration. Un tel niveau de sévérité est une première à Bron. Avec la nouvelle charte des mariages qui sera votée au prochain conseil municipal, nous pourrions aller plus loin.
Malgré les menaces et les insultes, nous avons tenu bon. La police nationale est venue en renfort de notre police municipale mobilisée. Certains invités ont voulu pénétrer de force dans l'enceinte de la mairie et du gaz lacrymogène a dû être utilisé par les forces de l'ordre pour protéger l'intégrité des personnes. Je tiens d'ailleurs à les remercier et apporte tout mon soutien à mon adjointe qui a été profondément choquée. Ces scènes ont été filmées, la police municipale a procédé à de nombreux relevés d'infractions. La ville étudie la possibilité de porter plainte. Qu'ils étudient pas, qu'ils portent plainte. Point, c'est tout. Face à ces comportements contraires aux valeurs de la République, les règles pour les prochains mariages seront encore plus strictes. 30 minutes de retard et on ne marie pas. Des rodéos dans les rues, risquant de provoquer des accidents, et on ne marie pas. Le message est clair, quand on se marie à Bron, on ne fait plus ce qu'on veut. Et donc le maire, bon, avec mon équipe, nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas, le temps du laxisme à Bron est derrière nous. Bon, il fait un petit peu sa pub, mais je crois qu'il veut augmenter les effectifs de la police municipale de 70%. Bon, ton tact. Voilà, je veux dire... Bon, alors en plus, voilà, alors je ne sais pas de quelle nationalité sont originaires ces personnes. Je crois que même que le père du marié est lui-même employé municipal de la ville de Bron. Vous voyez, et donc, ben voilà, bon. Alors, bon, vous invitez des gens et puis ils en profitent pour foutre le bordel. Et comme par hasard, eh ben, les personnes mécontentes, certains invités, ont brûlé 10 voitures le soir même. Voilà, hein. Il y avait des incendies de bagnoles à Bron. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, le refus d'une réglementation, je veux dire, enfin, c'est logique, je veux dire, toutes les demi-heures ou tous les 3 quarts d'heure, vous avez un mariage qui arrive. Ça peut être de nouveau, je pose une hypothèse, admettons que c'était des gens, entre guillemets, d'origine algérienne. Bon, ben, le suivant, c'était peut-être des Marocains, et suivant des Turcs, et suivant des Français de souche, voilà. Et peut-être, oui, je veux dire, vous vous rendez bien compte que quand vous faites des mariages le samedi, déjà, c'est déjà pas évident de marier les gens le samedi. On fait venir des employés de la mairie, etc., pour être en permanence, comme ça, pour faire les mariages. Bon, ben, y a des horaires à respecter. Ok, c'est la fête, mais bon... 16h, c'est le mariage de monsieur et madame X, et puis 16h30, c'est un autre mariage, et donc on ne traîne pas, on demande, je crois, de ne pas balancer des fleurs, des roses ou du riz, parce que, voilà, bon, c'est comme ça. Tout le monde veut se marier le samedi, bon, ben, on est obligé d'avoir un emploi du temps hyper serré, c'est tout, je veux dire, voilà. Et puis en plus, si vous faites le bordel en venant, et que toute la ville est au courant, que mademoiselle et monsieur X vont se marier, voilà, après, quelle que soit l'origine de la personne, je veux dire, bon, on est d'accord, c'est tout. Je clôt l'affaire. Mais quand on me disait, j'avais des personnes qui m'ont interrogé, voilà, bon, alors évidemment, il y a des mariages de X personnes du Maghreb, etc., qui se passent très bien, et puis d'autres qui sont très très exubérants. Bon, il y a une certaine exubérance, c'est une chose, mais aller faire les fous, bloquer des accès d'autoroute, etc., et puis faire avec les 2 roues des... Non, mais c'est bon, quoi, je veux dire. Bon, ouais, voilà, gentiment, hein, et pour dire, j'en ai parlé la semaine dernière, et à quelques kilomètres de chez moi, de nouveau, rebelote. Bon. C'est rentré un petit peu dans la coutume, dans les mœurs, hein. Mais bon, à un moment, il faut faire attention. Bien, ce matin, j'ouvre le poste et puis j'entends parler d'une dame, Marie Cabrette. Elle a été contrainte de partir de chez elle, mais qui c'est cette dame? La directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a été exfiltrée de son domicile en raison de menaces jugées sérieuses en plein procès des attentats de janvier 2015. Elle nous dit « J'ai eu 10 minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile, 10 minutes pour abandonner une partie de mon existence. C'est un peu court et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi. » Une exfiltration qui traduit le niveau de tension inédit auquel nous sommes confrontés. Un niveau de haine hallucinant autour de Charlie Hebdo. Depuis le début du procès et avec la republication des caricatures, nous avons reçu toutes sortes d'horreurs, notamment des menaces de la part d'Al-Qaïda et des appels à finir le travail des frères Kouachi. Effectivement, Al-Qaïda menaçait d'attaquer de nouveau Charlie Hebdo, qui a réédité les caricatures du prophète de l'islam. Voilà, ils ont bien dit que le raid meurtrier de janvier 2015 contre le journal n'était pas un incident ponctuel. Voilà.
La DRH accuse également le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, d'alimenter un climat de haine. Voilà. Elle nous dit beaucoup de responsables politiques ont par clientélisme ou par peur oublié les notions fondamentales comme la citoyenneté. On ne s'adresse pas à des électeurs potentiels en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, c'est la négation même de ce que doit être la politique. Ah oui, là c'est sûr qu'il y a eu de certaines compromissions dans certaines municipalités. Bien. Je tombe sur une... On m'envoie une nouvelle d'ailleurs, mon collègue de Belgique qui m'envoie une chose un article que je n'ai pas vu dans la presse française, qui est sorti de la presse belge, qui est passé sur France Bleu, mais pas tellement dans les médias traditionnels. 18 septembre, pour expliquer ce que c'est que l'insécurité, parce que quand notre ministre n'est pas au courant, c'est un sentiment, non, c'est une réalité, voilà, c'est tout clair. Et puis les personnes qui sont d'origine étrangère vont comprendre tout de suite. Le 18 septembre dernier, Elisabeth, 22 ans, entrait chez elle, près de la médiathèque Malraux à Strasbourg. Elle croise le chemin de trois autres jeunes mal éduqués et se fait agresser. Elle raconte donc à la radio France Bleu, un des trois hommes lance « Regardez cette pute en jupe ». Elle dit « Je me permets de répondre. Pardon ?» Ils me répondent « Tu te tais, salope, et tu baisses les yeux ». Il y en a deux qui l'attrapent, chacun par un bras, et le troisième lui donne un coup de poing au visage, et après les trois s'enfuient. Elisabeth a un œil au beurre noir. Elle nous dit donc « Faire ça à une femme, ce n'est pas être un homme, vous n'êtes pas des hommes ». Voilà, une quinzaine de témoins assistent à la scène, mais personne ne réagit ni pendant l'agression ni après, aucune réaction, comme si personne n'avait rien vu, comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui me révolte le plus dans l'histoire, insiste Elisabeth. J'aimerais retrouver ces gens car ils sont capables de faire ce qu'ils m'ont fait, à d'autres femmes bien sûr. Donc si quelqu'un me reconnaît ou reconnaît la scène, j'aimerais bien qu'il se manifeste, même anonymement, pour retrouver au moins un de ces hommes. Voilà. Le harcèlement de rue, c'est la réalité quotidienne des femmes. Cette étudiante française a porté plainte à la police. La municipalité de Strasbourg estime que moins de 10% des femmes victimes de harcèlement de rue et d'agressions sexistes osent le faire. Voilà l'état de la situation. Comprenez que des jeunes mal éduqués qui vont dire tu te tais, salope, et tu baisses les yeux, et qui parlent de ça, d'une pute en jupe, comprenez très bien que ce ne sont pas des Savoyards ni des Alsaciens, mais des gens issus d'une autre culture. Voilà. Donc, encore une fois, le comportement de certains, voilà, on les dit toute la communauté de ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où on va dire « Ah oui, il y a du racisme ». C'est pas un racisme, c'est une constatation. Hein, d'accord? C'est pas un Breton qui va lui dire « T'es une salope puisque t'es en jupe ». Non. Voilà, c'est une autre culture. Et bien à un moment, moi, il y a les cultures en France, elle est comme ça, et si ça ne vous plaît pas, on dégage. C'est comme ça. Bon, enfin bref. Donc on va revenir sur une triste affaire. Patrick Jardin, qui est un petit peu censuré par Twitter. Je crois qu'il était censuré une vingtaine ou une trentaine de fois, je vais y venir. Et donc ce monsieur a eu sa fille assassinée au Bataclan. Et donc évidemment, il avait, le pauvre, et il avait voulu rouspéter. Et à l'époque, il y avait Manuel Valls, qui lui avait dit « Non, non, monsieur, pas devant les caméras, pas d'esclandre, parce que ce monsieur, il les avait comme ça. » Et puis, il est très remonté contre l'islam, l'islamisme, etc. Hein. Et donc, voilà. Et donc, dans ce livre, il explique, et différentes pages, d'après ce qu'on me dit, en pages 195, 200 et 234, 236, il présente de façon structurée et détaillée les points clés de la systémique de l'attentat. Il y a eu des avertissements antérieurs, des signalements nominatifs, des terroristes. On annonce le matin, avant l'attentat du soir, d'un attentat à craindre à 130 morts. La porte arrière au Bataclan est exceptionnellement ouverte. Les militaires ne sont pas intervenus. Le gendarme et le raid ont mis 2h30 pour intervenir. Voilà. Ce livre confirme les informations sur les points clés de la systémique des autres attentats,
Mérat, Charlie, l'Hypercachère, le Père Hamel, la gare Saint-Charles, Nice, Strasbourg, etc. Bon, il essaie de retracer, voilà. Alors, ce monsieur, il y avait des soucis. Si vous voulez, personne ne parle de son livre, mais en fin de compte, il marche parce qu'il était, je crois, à la 3e réédition. Mais, comme par hasard, un autre parent d'une victime a fait un livre avec le père d'un des terroristes, pour dire vous n'aurez pas ma haine, je plains les parents, la famille du terroriste, etc. Mais enfin bon, moi je veux bien, mais enfin leur gamin est en prison, il n'est pas mort, il n'a pas été massacré. Voilà, après, je veux bien écouter n'importe qui, mais bon. Donc ce monsieur Jardin, alors j'ai une connaissance qui, je vais vous lire son courrier, son article, qui travaillait au Bataclan, qui habitait au Bataclan. Et donc, elle était présente dans l'immeuble pendant les attentats. Donc, je vais vous citer son texte, et puis après, je vous citerai un petit texte de Patrick Jardin. Voilà, pour un petit peu rentrer dans le sujet. Hein, c'est quand même quelque chose. Parce que, vous savez, vous avez des attentats. N'oublions pas les attentats à Nice et d'autres. Hein, les 2 filles qui ont été lacérées à coups de couteau, gare Saint-Charles, qui n'avaient rien demandé. Voilà. N'oublions pas à Nice le fameux camion qui a écrasé des tas de gens, dont des musulmans aussi. Hein. Donc voilà. Mais voilà. Alors, je cite Caroline Christa Bernard, qui habitait au Bataclan. Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 restent l'attaque la plus meurtrière sur notre sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces attentats sont clairement un acte de guerre contre notre pays, la France, une offensive du fascisme islamique dans la même veine que le nazisme que nos anciens ont courageusement combattu en 1939-1945. Le soir du 13 novembre 2015, j'étais présente dans l'immeuble de l'administration du Bataclan où se trouvait mon domicile depuis 10 ans, juste à côté de la salle de concert. Pendant toute cette longue nuit tragique, nous avons entendu des tirs de Kalachnikov, les cris des victimes, des hurlements, Allah Akbar, depuis la sortie des artistes. La voiture du commando des 3 terroristes s'est garée devant notre immeuble. Bien que non politisée et totalement ignorante en matière de religion, j'ai su dès le soir de l'attentat que c'était une attaque de l'islam, un massacre au nom du djihad, conformément aux préceptes meurtriers du Coran envers les mécréants. Le soir du 13 novembre 2015, je me suis retrouvé seul face à un jeune homme décédé dans le bureau de l'équipe du Bataclan au rez-de-chaussée de mon immeuble. Je me suis penché sur son corps meurtri en lui faisant la promesse de parler en son nom. Au vu de la violence qui a frappé notre quartier du Bataclan, j'étais intimement persuadé que la majorité des survivants de ce drame, les familles de victimes ou encore les voisins du quartier feraient tous front commun pour dénoncer la barbarie de l'islam. Oui, en vous lisant, là, j'en ai un peu la chair de poule, vous voyez. Parce que ça peut arriver à chacun, vous voyez, vous êtes au mauvais endroit, et bon. Mais hélas, à ma grande surprise et déception, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La majorité des citoyens français préfèrent l'omerta, la soumission et le déni face à la réalité de ce drame. Dans ce contexte désastreux, un seul homme s'est levé pour dire la vérité, s'opposer à la bien-pensance et dénoncer la signature islamique des attaques du 13 novembre 2015. Monsieur Patrick Jardin, père de Nathalie, qui travaillait dans mon immeuble comme éclairagiste du Bataclan. Patrick Jardin s'est indigné dès le lendemain de ces événements tragiques en interpellant les hommes politiques, en multipliant les témoignages, en faisant barrage au concert du rappeur islamiste Médine, qui devait se tenir dans la salle du Bataclan où sa fille Nathalie a rendu son dernier souffle. Aujourd'hui, Patrick Jardin sort un livre-choc pour révéler au grand public tous les détails, parfois volontairement cachés par nos dirigeants politiques, sur le déroulé de cette nuit meurtrière du 13 novembre. Malgré la censure et de nombreuses menaces dont Patrick Jardin est régulièrement la cible depuis 5 ans, il continue sans relâche son combat contre l'islamisation de la France en mémoire à sa fille décédée. Sa persévérance et sa lucidité font de Patrick Jardin un combattant de la première heure, dont la parole est aujourd'hui entendue et approuvée par des millions de nos concitoyens français. Récemment invité sur les ondes de Sud Radio à l'occasion de la sortie de son livre, Patrick Jardin rappelait la situation désastreuse dans laquelle se trouve la France face à la montée de l'islamisme. Il fait le triste constat que notre pays ne pourra pas combattre ce fléau sans passer par la guerre civile, car de tout temps, partout où l'islam s'installe, cette idéologie amène le désordre, la violence, la terreur et la mort. Face à ce totalitarisme arriéré, barbare et sanguinaire qui avance chaque jour davantage sur notre territoire français. Il pense que seule une riposte inflexible et déterminée de notre peuple français permettra de sauver notre pays et l'avenir de nos enfants.
À défaut de cela, dans quelques années, ce sera la charia en France. Je lis l'article de cette personne qui a été confrontée à la terreur et à l'horreur la nuit même. Alors, M. Jardin est quelqu'un de très particulier, qui est très remonté, bien sûr, et puis qu'on a marre, parce que voilà, il voit que rien ne bouge, si vous voulez, que chaque année, il y a des attentats, etc., etc., et puis ça recommence, et puis on en parle, et puis après, on oublie, et puis, bon. Parce qu'on a même des attentats jusque dans la préfecture de police de Paris, souvenez-vous, je crois que c'était il y a quelques mois. Bon. Alors, je suis tombé sur un article de M. Jardin, pour vous dire la censure. 29e compte suspendu sur Twitter. Cette semaine, j'ai été suspendu sur mon compte Twitter pour la 29e fois. Je crois que c'est un record. Certes, je n'ai pas ma langue dans ma poche et parfois, je ne dis pas que je ne l'ai pas un peu cherché. Mais quand même. Et puis cette fois, je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de répréhensible. Le pire, c'est vous, les censeurs. C'est que les censeurs ne vous indiquent même pas pourquoi ils prennent la décision de vous censurer. Donc nous sommes à la merci d'un crétin d'administrateur logé au Maghreb qui ne veut pas que vos followers, vos suiveurs, voient ce que vous avez publié. Alors il est têtu ce monsieur et il suivait, et tout de suite il mettait un nouveau compte, Patrick Jardin 2, et à l'aide de Team Patriote et de Jean Bomber, j'ai récupéré assez rapidement 1000 followers. Mais à chaque fois il faut un tour fou pour tous les récupérer. Jugez plutôt sur mon premier compte, suite à mon combat contre l'afro-islamiste rappeur Medine, j'avais plus de 20 000 followers. Voilà, et puis maintenant, dès que j'en atteins 5 à 6 000, hop, c'est la censure. Mais bon, il y a plus grave dans la vie. Ce qui me désole, c'est de voir à quel point nous ne sommes plus du tout une démocratie et que nous avons de plus en plus d'interdictions qui régissent notre vie, et ce, sans que les moutons de Panurge, de Français, ne réagissent. Apparemment, ils sont prêts à tout accepter, et peut-être même de laisser leurs femmes se faire baiser par un autre. Moi, je regrette, je ne suis peut-être un mauvais coucheur, mais je ne peux pas me laisser dire à tout moment ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Peut-être est-ce dû à mon grand âge. En effet, j'ai eu la chance de connaître et de vivre ma jeunesse dans les années 60-70, où tout ou presque était permis, ce qui fait que j'accepte sûrement moins que les autres cette domination par des crétins en costume 3 pièces dans leur bureau. Vous voyez ? Depuis bien longtemps, les automobilistes sont les principales cibles de ces gouvernements répressifs. Je me souviens de cette époque bénie où nous étions 5 dans la 4 chevaux familiale. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Mon plus jeune frère étant sur le genou de ma mère à l'avant et mon père emmenait sa petite voiture à 130 km/h sur le réseau secondaire. Les autoroutes étaient quasi inexistantes à l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, les véhicules sont tous équipés de ceintures de sécurité, les gamins sont tous dans des sièges auto, les véhicules sont tous ou presque équipés de freins ABS, de systèmes électroniques d'antidérapage, de systèmes anti-pollution extrêmement perfectionnés, et tout ça pour rouler à 80 km/h. Quel progrès! Vous allez au bistrot, interdiction d'en griller une, c'est interdit. Sauf sur la terrasse, mais une connasse de verre a interdit les chauffages radiants sur les terrasses, de sorte que l'hiver, il est inutile au bistrot de profiter de leur terrasse. Ah oui, vous vous baladez en ville, c'est interdit, si vous n'avez pas de masque. Même si celui-ci est inutile, comme le dénonce si bien le professeur Raoult lors de son interview sur CNews par Laurence Ferrari, reconnaissant que les masques n'étaient utiles que pour le personnel soignant lors de l'exercice de leur profession. Vous allez voir un match de foot, c'est interdit car il ne faut pas dépasser 5000 places, ce qui est complètement débile dans des stades de plus de 50 000 places. Par malchance, car actuellement il faut vraiment ne pas être chanceux, vous attrapez le Covid, interdit de vous faire soigner à la chloroquine, même si aucun autre médicament ne soigne. Les boîtes de nuit sont fermées, vous décidez de faire une soirée une fois durant l'été avec vos amis, c'est interdit, cela fait trop de bruit. Vous emmenez votre femme dans un bon restaurant pour faire un dîner en amoureux, interdit de boire plus de 2 verres, sinon plus de permis. Interdit de photographier la tour Eiffel de nuit, interdit de prendre en photo les forces de l'ordre, interdit de se rassembler avec plus de 10 personnes, interdit de payer vos achats de plus de 1 000 € en espèces. Des Roms ou autres rentrent chez vous et s'y installent, interdit de les mettre dehors, sinon vous risquez de vous mettre les instances judiciaires sur le dos. Là, il parle des squatteurs. Par contre, il est autorisé de mettre fin à la vie d'un bébé jusqu'au jour d'accouchement. C'est la nouvelle loi, 9 mois. Les politiques ont le droit de commettre tous les délits avec très peu de chances de répression. Les journaleux peuvent tout écrire et son contraire sans aucune réaction. Le gouvernement peut nous balader sans que personne ne bronche, comme ils le font en ce moment avec leur régression inutile du fait du Covid.
Ils peuvent prendre toutes les décisions débiles, comme faire revenir sur notre sol les djihadistes extrêmement dangereux en prenant des risques énormes pour les Français sans que personne ne leur demande des comptes. Alors, il avait déposé, et il nous dit à ce propos, je suis toujours sans nouvelles de ma plainte déposée par Maître de Veule, mon avocat, contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui, bah, là, ça c'est sûr. L'État, il classe, hein, quand ça ne l'arrange pas, c'est classé, bien sûr. Bref, nous marchons sur la tête, nous n'avons désormais plus d'autre droit que celui de tout payer, toujours payer, et nous taire. Eh bien, désolé, moi ce n'est ni mon genre, ni ma nature, et toutes ces interdictions, je les emmerde. Je réclame le droit de faire ce qui est le mieux pour moi et pour mes concitoyens et ne supporte pas que quelqu'un s'immisce dans mes affaires et encore moins dans ma façon de vivre. Qu'ils aillent tous se faire foutre, il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps à vivre, qu'on me laisse le vivre comme je l'entends, sans me dicter ma conduite. Il est très chaud, hein, monsieur, il est très chaud. Non, mais vous voyez, bon, il y a un ras-le-bol général de la part de beaucoup de Français. On a déjà cette insécurité. Bon, et puis, tant que ça ne vous arrive pas, voilà, mais bon, vous baladez dans la rue, pan, un coup de couteau, une cigarette, pour un regard, comme on disait, pour une cigarette, voilà. T'as une jupe, baisse les yeux, femelle. Bon, vous comprenez que cela ne peut pas durer, hein, quelle que soit votre origine culturelle, ethnique, etc. Je m'en balance. Il y a une réglementation, on se respecte à peu près tous les uns les autres, et puis c'est tout. Donc tant qu'il y aura des comportements comme ça sera de pire en pire. Voilà. Donc c'était quand même des sujets très très lourds. Ah bah tiens, Lyon, samedi, gare de... c'était le métro, à la station Gerland, l'ancien stade de Gerland, le stade de Gerland, oui. Eh bien écoutez, il y a un jeune homme qui a pris des coups de couteau, qui est mort à 20 ans. C'était une personne d'origine étrangère, qui a été tuée à coups de tessons de bouteille et de couteau par 2 personnes d'origine étrangère qui étaient en situation, en situation irrégulière, bien entendu. Hein. Donc on va dire des migrants, quelque part, qui auraient dû être partout, sauf en France. Voilà. Donc, ce jeune homme de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des spectateurs. Les caméras ont pu retrouver les auteurs parce que donc, ça a été filmé, les vidéosurveillance. Voilà. Mais l'insécurité, elle peut être aussi pour tout le monde. Donc, il faut que certains comprennent ceci. Voilà. Donc, quand il y a de la méfiance, ce n'est pas du racisme. C'est que les faits nous donnent raison. Et que depuis des années et des années, ça augmente, ça s'accroît. Et que, en fin de compte, maintenant, vous êtes dans la rue, quand vous voyez un groupe, etc., vous vous posez des questions et vous avez presque envie de changer de côté, changer de trottoir. Voyez, voilà. Il faut le dire, c'est tout. Il faut déjà faire le constat de ce qui se passe. Voilà. Et moi, je le fais. C'est tout. Bon, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci pour tous les partages, merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à incessamment sous peu, à très bientôt. D'accord? Merci. Allez, partagez. Hein. Merci bien. Au revoir.